Togo Info, le Togo à votre portée. Audiature, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Et ce lundi 1er novembre 2021, c'est un jour férié, mais notre invité de ce matin, c'est un analyste politique et socio-économiste. Il s'agit donc de Sana Komlan Sadio Hetou, qui est déjà en studio avec nous. Alors, Sana Sadio, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim, merci de me recevoir sur l'une des matinales les plus écoutées de la capitale et du pays. Merci pour ces compliments. Alors, vous êtes analyste politique et on va en parler, on va toucher beaucoup dessus tout à l'heure. Mais vous avez travaillé avec la dynamique Monseigneur Podro et au jour le jour, votre conscience vous dérange d'avoir trahi ce groupe. Non, comment en est-on arrivé là? Non, pour vous dire la vérité, je n'éprouve aucun regret. J'ai refusé de m'associer à une entreprise qui visait, comment dit-on, à véhiculer de fausses informations, d'autant plus que la DMK s'est autoproclamée le soir du scrutin. Le lendemain, des jours après, il m'appelait pour venir compiler les résultats. Quels résultats venir compiler quand vous êtes autoproclamé? Je ne m'inscrivais pas du tout dans cette démarche. Et si c'est à refaire, je le referai avec aucun regret, s'il vous plaît. Ah, avec aucun regret? Pas du tout. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est vous qui avez été coopté entre-temps qui n'aurait pas bien joué votre rôle? Je ne le pense pas, monsieur Joachim, d'autant plus que vous savez, il y a ce qu'on appelle la compilation que je devais faire, c'était une compilation informatisée. Cela n'empêchait pas et n'a pas empêché de rassembler les PV qui devaient attester leur victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mon rôle, c'était de compiler des résultats qui se basaient sur des PV. Ces PV n'ont jamais été rassemblés, n'ont jamais été montrés aux Togolais. Je ne m'inscris pas dans cette démarche. C'est pourquoi je dis, je ne regrette pas de ne m'être pas associé à cette comédie. Et si c'est à refaire, je le referai peut-être avec plus de zèle. On vous recrute pour un travail à faire. Oui. Et vous-même, vous n'avez pas pris vos garde-fous et que cela soit maintenant, ce que vous puissiez maintenant, vous aussi, prouver, démontrer au Togolais que voilà ce que j'avais pris comme discussion en amont et qui aurait été rejeté. Et maintenant, vous ne faites que accuser le groupe qui vous a recruté. Non, en fait, je ne les accuse pas. Moi, je dis les éléments, les inputs, que eux, c'est-à-dire, je n'étais pas chargé, je ne suis pas chargé de la coordination des représentants dans les bureaux de vote. Je ne suis pas chargé de m'assurer que je dois recevoir les PV. C'est eux qui doivent me les remettre. Moi, mon rôle, c'est d'insérer cette donnée dans une base de données. Ces données ne m'ont pas été remises. Le travail n'a pas pu être fait. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle précaution, de quel grave vous me parlez-vous? Aurais-je dû m'associer à ça en inventant des données? Mais la suite me donne raison. Car si au moins ces PV, jusqu'à la date d'aujourd'hui, avaient été montrés, avaient été publiés aux Togolais, aujourd'hui peut-être je serais dans la logique de regret dont vous me parlez. Donc je suis constant, je redis avec fermeté que si c'est à refaire dans les mêmes conditions où on ne me donne pas les inputs, où on m'invite à venir faire une compilation a posteriori, quand vous-même vous avez déjà annoncé des résultats, mais les résultats annoncés se sont basés sur des PV, je suppose, mais qu'ils continuent sans moi à l'aventure. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur Joachim. Est-ce que cela ne risque pas d'hypothéquer votre avenir? Est-ce que les gens croiront encore en vous? Est-ce que l'avenir de quelqu'un devrait dépendre du mensonge? Moi, je ne regrette pas, monsieur. Non, est-ce que l'avenir de quelqu'un dépend du mensonge? Oui, mais vous parlez de mensonge par rapport à quoi? Mais quand je dis mensonge, pour ne vous avoir pas remis les PV je vous dis mensonge parce que moi, je le dis à la date d'aujourd'hui, j'ai toujours les conversations qu'ils m'ont envoyées le soir de ce scrutin, au lendemain du scrutin. Mais c'était clair et évident pour moi que ces gens ont inventé des chiffres. Et moi, mon rôle n'est pas de venir faire un travail a posteriori. La logique voudrait que celui qui avance des résultats au soir du scrutin soit en mesure de les publier. Qu'est-ce que moi je devrais venir faire quand des résultats sont annoncés? Pour que moi je vienne jusqu'au... Et voilà, on ne vous les a pas confiés. Mais pourquoi avez-vous pris sur vous, avez-vous véritablement pris sur vous de pouvoir claironner, chanter, crier sur tous les toits que voilà. En fait, chacun a sa moralité, chacun a sa conscience. Figurez-vous, quand vous annoncez au soir du scrutin que vous gagnez des élections et que des jours suivants,
c'est eux qui ont commencé par claironner. Dans un premier temps, il y a eu les résultats provisoires de la CENI. Dans un deuxième temps, il y a eu l'avis de la Cour constitutionnelle. Et quand le monsieur a prêté serment, mais quel est moi l'apport? Qu'est-ce que moi j'ai rajouté de plus? Ce que c'est-à-dire, ma sortie qui est venue après la prestation de serment, qu'est-ce que cela aurait pu changer dans le cours des choses? Et quel élément eux-mêmes, permettez-moi de finir, et quel est l'élément aujourd'hui central qui me permet de me remettre en cause, comme vous me le demandez? Oui, mais maintenant quand même, M. Sana Sadio, qu'est-ce qui vous a mis dans tous vos états, en fait? Est-ce que la DMK vous aurait accusé à l'époque, ou bien parce que vous étiez mis dans tous vos états pour véritablement livrer une bataille ou une guerre contre le groupe qui vous aurait recruté? C'est vous qui l'appelez bataille ou guerre, c'était un exercice de conscience pour moi. Oui, en fait, c'est ça, c'était ma conscience qui m'a dicté mes actions. Et voilà, celui qui vous avait recruté à l'époque, M. Gabriel Messant-Guillaume, ou bien disons le chef du groupe, le chef de file. Bon, selon. Alors, sa requête a été rejetée pour le moment par la Cour de justice de la CEDEAO, mais le fonds est attendu, le DV sur le fonds est attendu pour le 30 mars 2022. Non, il faut dire que pour une fois, j'ai quand même apprécié l'honnêteté intellectuelle qui a suivi leur communiqué. Quand vous voyez un peu le communiqué, bien sûr, qui a suivi, comment on appelle, la sortie de cette cour. Le communiqué de la DMK? Oui, en fait, c'est en pleine d'honnêteté, d'autant plus que les mesures urgentes dans ce moment n'étaient que nécessaires dans l'urgence de la chose. Bon, finalement, on sait qu'il a été arrêté à son domicile, etc. Il a bénéficié d'une liberté provisoire. Ensuite, il a préféré, pour des raisons qui lui sont propres, de sortir du territoire jusqu'alors. Donc, je crois que le fond, la Cour va apprécier le fond de l'affaire. C'est entre les mains des juges. Nous ne sommes pas ni juges ni jurés. Donc, je pense que si le Togo est toujours membre de la CEDEAO, est toujours impliqué ou bien engagé à respecter, n'est-ce pas, ces engagements, c'est une tautologie. Bon, on va prendre acte de la décision qui va suivre. On va prendre acte de la décision, mais quand même la Cour s'est un tout petit peu plainte du fait que ces décisions ne sont pas exécutées par les États membres. Oui, c'est vrai que c'est un fait qui fragilise même la crédibilité de la CEDEAO. Nous avons et de cette Cour aussi. Pas forcément de cette Cour, parce que c'est pas la Cour qui est chargée de sa mise en application. Vous comprenez? C'est-à-dire la Cour prend une décision, quitte au chef de l'État, au chef des gouvernements de prendre des mesures. Donc c'est plutôt la crédibilité des États qui devrait être mise en cause, parce que ce sont eux qui ne respectent pas leurs engagements, M. Joachim. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des antécédents. Le cas du Bénin, dans une affaire entre un opérateur économique et Société Générale du Maroc, où le Bénin s'est retiré, a formulé la demande de se retirer. Le cas de la Côte d'Ivoire, si je me rappelle bien, concernant le cas de Guillaume Soro. Donc on voit qu'il y a une certaine frilosité de la part de certains États. Et si aujourd'hui l'opinion, ou bien du moins une certaine partie de l'opinion, taxe la CEDEAO de syndicats, des chefs d'État. Je pense que dans une certaine mesure, ce sont même ces chefs d'État qui donnent de l'eau au moulin à ce genre comment on appelle, de commentaires. Condamnation par la Cour de justice de la CEDEAO. Oui, et je crois que même récemment, nous avons été condamnés. Le Togo a encore été condamné pour payer 30 millions. 30 millions, je crois, à une commerçante. Je l'ai lu en diagonale, qui aurait été, ou bien qui a été, parce que ce n'est plus au conditionnel, qui a été torturé dans la foulée des manifestations de 2019. Bon. Et c'est la 11e fois que le Togo est ainsi condamné. Bon, peut-être que, ou bien peut-être pas que nous battons un record en condamnation, je ne sais pas. Mais il faut reconnaître le Togo bat un record. Comparativement aux autres États, mais... Nous n'avons pas les chiffres. Je dis peut-être pas. Mais quand même, Sana Sadio, au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région, et surtout au Togo, ne voyez-vous pas que les Togolais sont enclins aujourd'hui à se ruer vers la Cour de justice de la CEDEAO que de pouvoir aller vers la justice en interne? C'est un débat bien sûr qu'il faut mener. Il faut mener d'autant plus que
Et puis, j'ai remarqué que c'est toujours dans des situations liées à la politique. Liées à la politique. Et moi, surtout violation des droits de l'homme. Violation des droits humains. Mais je crois qu'un certain nombre d'avancées sont à saluer parce que quand bien même on est à la 11e condamnation, il faut reconnaître que les faits remontent à un passé plus ou moins récent de notre histoire où c'était vraiment une crise politique qui s'est installée dans le pays. Et vous savez, parfois, c'est parfois des comportements qui sont humainement compréhensibles, mais illégaux vis-à-vis de la loi. Parce que parfois, dans des situations de stress permanent, certains détenteurs de l'autorité ou bien détenteurs de la force, de la puissance de l'État sont parfois amenés à en abuser. À en abuser peut-être pour satisfaire des intérêts de circonstances. Mais je crois que à chaque fois où l'État togolais a été condamné, l'État togolais n'a jamais menacé de sortir de la CEDEAO, de sortir d'un certain des engagements. Il faut reconnaître que l'État togolais a toujours été, a toujours reconnu à chaque fois qu'elle a été condamnée par cette cour-là. Si on ne maintient pas la culture de l'impunité en interne, ne pensez-vous pas que cela dissuadera un peu plus les gens à ne plus commettre, même s'ils jouissent, ils ont les prérogatives pour jouir de la force publique? Je me rappelle que j'ai suivi une conférence concernant le sujet où le modérateur ou bien les invités qui étaient des acteurs de la société civile ont dit quand même que ça commence par faire mal à l'État togolais parce que de condamnation en condamnation, il y a une certaine prise de conscience que certains actes peuvent entraîner des sanctions très lourdes pour l'État et entamer peut-être la crédibilité. Mais moi, ce que moi j'aimerais rajouter quand même, moi c'est le sentiment que j'éprouve. J'ai l'impression que cette cour, elle ne sert qu'en fait qu'à des politiciens qui ont des moyens, qu'à des opérateurs économiques qui ont des moyens financiers. Mais est-ce que vous et moi, nous avons les moyens, ne serait-ce que la caution nécessaire pour saisir cette justice? Donc moi je dis parfois que c'est une justice pour les politiciens, les hommes qui ont les moyens. Alors pas forcément. La justice ne peut pas quand même être là pour rien que les gens... Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui voudraient bien saisir cette cour. Peut-être qu'ils ne mais sont pas mais bien aussi informés. les moyens. Déjà la caution. La caution pour saisir un avocat, ne serait-ce que ses déplacements, etc., pour aller à Abidjan, je sais pas, pour aller... à Abuja. Oui, ça dit, quand vous analysez tout ça, vous le voulez bien, mais vous n'avez pas les moyens. Moi, j'aimerais ajouter à cette préoccupation, est-ce que c'est vraiment une cour pour tous les citoyens de la CEDEAO, puisque naturellement, pour des conditions, pour des considérations économiques, certains sont déjà marginalisés. Ah oui, mais quand même, Sana Sadio, c'est vrai, on ne va pas faire l'actualité à l'international, mais quand même, on voit actuellement, et c'était hier qu'ils ont fêté 7 ans de la chute de Blaise Compaoré et tous les grabuges, tout ce qui a eu lieu comme drame. Hier, ils ont fait dépôt de gerbes au niveau du monument qui est érigé en mémoire de ceux-là qui étaient tombés. Et c'est le président Roch Kaboré lui-même qui était parti et il a délivré un certain nombre de messages. On doit punir ceux-là qui étaient les auteurs de ces crimes. Mais forcément, c'est-à-dire on ne devrait pas encourager la tradition de l'impunité. Et je crois que nous ne devrions pas nous laisser intimider, quelle que soit la situation, quelle que soit la nature de l'auteur de ces impunités. Nous ne devrions pas se taire sur cela, nous devrions le dénoncer, nous devrions poursuivre en justice. Nous devions essayer d'épuiser toutes les voies de recours possibles pour se faire justice. Oui, mais quand même, au Togo, c'est vrai, un mort, c'est un mort de trop. Il y a eu des enfants qui ont été tués. Il y a eu des soldats qui ont été tués. Il y a eu même le colonel Majouba aussi été tué, qui a été tué. Mais personne n'est inquiété à ce jour. Depuis que ça se passe, est-ce la culture de l'impunité ou bien quand est-ce qu'on va prendre conscience pour mettre la vie de l'homme au cœur de tout? Non, c'est-à-dire, quand nous essayons de dresser un tableau peut-être réaliste, il faut aussi mitiger les choses, parce que je crois que depuis un certain temps,
nous avons été habitués aux sorties, ne serait-ce que celui, par exemple, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, où récemment un rapport sort, je crois, de façon annuelle, qui essaie d'investiguer sur des cas, des actions de violation commises par les forces de sécurité et qui sanctionnent. C'est pourquoi je dis que c'est vrai que le tableau est tel quel. Citoyens il y a des soldats à se coder dans le temps. Oui, c'est-à-dire qu'ils les ont décapités parce que j'ai connu des personnes qui ont eu accès à ces vidéos. Tout ça là, c'est déplorable. C'est déplorable. Mais comme je le dis, la situation n'est pas, comment on l'appelle, stagnante, c'est pas un statu quo. On voit comment on appelle ça, une certaine évolution. Je parle de ce rapport qui sanctionne et je crois que cela ne devrait pas s'arrêter au ministère de la Sécurité. Aujourd'hui, par exemple, c'est devenu une culture et c'est rentré dans les habitudes. Quand on parle d'une violation, d'une exaction dans la journée, que cela fait l'actualité, systématiquement, vous vous attendez à voir le ministre de la Sécurité au journal de 20h pour expliquer les faits. On aimerait que d'autres ministères aussi prennent le devant de ces choses. Le ministre de la Sécurité, lui, joue sa partition. Absolument. En tout cas, maintenant, quid des gens qui auraient été l'auteur ou les auteurs donc de ces exactions ou de ces drames? Voilà, il faut poursuivre, il faut sanctionner. Je suis d'accord avec vous. Et je crois que c'est l'occasion aussi de dire qu'il y a plusieurs canaux. Il y a la Commission nationale des droits de l'homme qui fait un travail qui est plébiscité. Il y a le médiateur de la République où sa responsable, Mme Awanana, vient de prêter serment. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, n'est-ce pas, pour essayer comment on l'appelle, de trouver des voies, des moyens. Vous savez, pas plus tard que la semaine passée, je crois que c'était la semaine passée, j'ai rencontré au tribunal un ami dont le procès ou bien dont l'audience a refusé d'être programmée par la cour d'appel. Il a fallu qu'il sollicite l'intervention du médiateur de la République qui a fait son travail, qui, concertement avec le ministre de la Justice, a donné des ordres fermes pour que l'audience soit programmée. Cela a été fait. Donc, il faut suffisamment communiquer sur ces voies et moyens parallèles qu'on a pour faire pression ou bien pour, n'est-ce pas, faire pression pour que le droit soit dit, pour que les procédures soient respectées. Est-ce qu'on doit normalement faire des pressions sur des juges? Voilà, on ne devrait pas, non, pas faire des pressions pour prendre une décision. C'est-à-dire faire des pressions pour que le droit, pour que les procédures soient respectées. Parce que vous savez, quand il y a vice de forme, forcément, la décision, elle est sujette à polémique. C'est de ça qu'il s'agit. Au moins, c'est-à-dire quand vous sentez, quand les citoyens sentent qu'ils sont face à un mur, quand ils sollicitent ceux qui doivent dire le droit, ceux qui doivent leur rendre justice, au sein même de l'appareil d'État, il y a des canaux, il y a des voies et moyens pour trouver des solutions, pour que les choses se fassent dans les règles de l'art. Excusez-moi, et comme aujourd'hui, les citoyens du monde se disent, on se rappelle de nos chers qui sont morts, qui sont tombés, raison pour laquelle nous posons la question, est-ce qu'il n'est pas temps que, du moins, c'est l'État à un moment donné puisse penser ou avoir une pensée pieuse à tous ceux-là qui sont tombés, soit par balle ou bien par acte de fête, etc., afin que, du moins, leur âme repose en paix. Non, je crois qu'il y a une date précise pour cela. Je crois que c'est la fête des martyrs. Le 21 juin. Oui, il y a une fête des martyrs qui célèbre tous ceux-là. Mais moi, sincèrement, avec, je sais pas, une certaine nostalgie, j'ai aujourd'hui en mémoire, à part mes parents, une personne. Je vais parler brièvement peut-être du feu Gnassingbé Eyadema. Moi, je n'oublierai jamais cette date-là. C'est-à-dire que c'est lui qui est décédé au Togo et le bol du maïs est passé à 1200. Voilà, c'est l'idée qui m'est venue aujourd'hui. Depuis qu'il est décédé, il n'y a que la spéculation. Il n'y a que la non, je parle spécifiquement du bol de maïs au Moussa. C'est un seul exemple que je donne. C'est lui qui est décédé au Togo en 2005 et je crois en 2006, le bol du maïs est allé à 1200. Cela ne se serait jamais passé sous son règne, sous de son vivant. Moi, c'est la pensée que j'ai eue aujourd'hui à un particulier, à une personne particulière qui n'est plus de ce monde. En tout cas, quelqu'un vous dira si Sylvanus Olympio aussi était en vie,
on serait sorti du franc CFA depuis fort longtemps. Alors, parlons d'un autre sujet, la grève qu'annoncent les enseignants pour mercredi et après-demain, bien sûr, et jeudi de cette semaine. En tant que Togolais, parents aussi, parents d'élèves, bien sûr, comment accueillez-vous ce mouvement de grève? Non, vous savez, les revendications d'ordre social, quand elles respectent les canevas prévus pour être exigés, pour être demandés, mais on n'a rien à dire. On a parlé de primes qui devraient être versées depuis janvier. On est aujourd'hui novembre. À 2 mois de la fin de l'année, serait bien que les autorités en charge de l'éducation puissent rentrer en discussion avec les acteurs concernés pour qu'on leur explique au moins pourquoi depuis janvier je devrais percevoir un tel montant sur mon bulletin de paie. Voilà, 8 mois après, et deux années académiques qui se chevauchent, rien ne transpire. Rien à mettre sous la dent. Oui, pendant ce temps, on voit que 43 ou bien 46 nouveaux pick-up ont été achetés. Une valeur environ de 800 millions. Oui. Voilà. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Il faut le faire. Et je crois que le ministre Kokoroko, il est quand même à féliciter pour les réformes audacieuses et courageuses que personne n'a osé faire. Et que lui... Ça, tout le monde le lui reconnaît. Il faut lui reconnaître ça. Et il faut aussi dire aux auditeurs qu'il a pris sur soi de les recevoir. C'était l'information qui nous est parvenue. Et je suis sûr qu'il va recevoir les enseignants, ceux qui ont les syndicalistes, les syndicalistes, je crois. Et je pense que ce sera l'occasion de faire preuve de sincérité. Oui, mais nous aussi, nous avons approché les syndicats qui estiment tout de même que, généralement, au cours de ces rencontres avec le gouvernement, c'est une sorte de déversement de la colère indicible sur les syndicats. Pourquoi vous avez annoncé un mouvement de grève et on les charge copieusement avant que la réunion parfois nous finisse, nous se termine en queue de poisson? Oui, cela aurait été bien. Vous savez, moi, tout ce qui est un peu... qu'on peut qualifier parfois de rumeur, il faut aussi écouter la version contradictoire, la version de la partie prenante aussi, c'est-à-dire les deux versions, pour mieux apprécier. Si c'est un fait qui est avéré, bon, je crois qu'il y a lieu peut-être de corriger la copie. Et donc, selon vous, quelle doit être l'ambiance au niveau de cette discussion, puisque la grève, elle est déjà annoncée? Non, je crois que, comme je l'ai dit, elle doit être, ce cadre-là doit être un cadre de discussion sincère et franche. Et franc, vous savez aussi... Dans la sérénité? Dans la sérénité, parce que, il a dit, monsieur le ministre, professeur Kokoroko, il a fait preuve de beaucoup d'engagement pour la bonne cause. Vous avez dit tout à l'heure que tout le monde le félicite. Et je ne pense pas qu'il hésiterait à associer ses collègues de la fonction publique et des finances pour que vraiment une issue favorable soit trouvée pour la situation des enseignants. Ne serait-ce que le ministre Gilbert Barra, il est le ministre en charge du dialogue social. D'ailleurs, il doit nécessairement ou bien déléguer quelqu'un à lui de prendre l'initiative. Oui, moi je dis que comme il s'agit de questions d'argent, forcément le ministère des Finances a son mot à dire. Bien sûr. Pourquoi l'argent ne sort pas? C'est la question fondamentale. C'est une promesse. Pourquoi l'argent ne sort pas? Moi je pense que la réponse ne se trouve pas au niveau du ministre Kokoroko. La réponse ne se trouve pas, c'est mon opinion, la réponse ne se trouve pas au niveau du ministère de la fonction publique et du dialogue social, mais le nerf de la guerre c'est l'argent. L'argent du Togo c'est au trésor. Le trésor c'est le ministère des Finances. Bien sûr. Donc la solution est forcément au ministère des Finances. Ou peut-être, Madame le Premier ministre peut aussi convier ces gens-là, ou disons ces syndicats, à une rencontre. En tant que chef du gouvernement, et donner des instructions fermes. C'est elle qui coiffe tous ces ministères, donc elle peut aussi, et ça c'est si ça le cas dépasse le ministre Kokoroko. Même moi je pense qu'il faut faire confiance au ministre Kokoroko. Nous avons vu comment il a commencé avec le campus de Lomé. Nous voyons l'image aujourd'hui du campus de Lomé. Et même comment il met tout le monde au pas dans le système éducatif togolais. Voilà. Les gens ne se permettent plus maintenant de faire du n'importe quoi. Aussi bien les enseignants que les élèves. Ah, voilà. Tout le monde est sanctionné. Donc, je crois il ne doit pas laisser
ce petit grain de sable venir entacher sa le bien qu'il a fait. Vous savez, il est souvent dit que les gens ne retiennent pas tout le bien que vous avez fait. C'est la petite chose qu'ils chercheront à vous reprocher de tout ce que vous l'avez fait. Mais depuis un certain temps, les Togolais qui vivent là, dans la majeure partie des activités du secteur informel, certains ont vu leurs baraques, certains ont vu leurs installations cassées, ramassées par la mairie du Golfe 5, notamment le maire du Golfe 5, et celui-ci aurait été véritablement, faut pas rire, celui-ci aurait été vraiment réprimandé par son ministre de tutelle, le ministre Padoua Boukwissi, la dernière fois en présence du préfet. Oui, il faut dire quand même que les images que nous avons vues, c'était quand même choquant. Choquant dans la mesure où, figurez-vous, M. Joachim, ce n'est pas la première fois qu'on nous passe d'espace vers au Togo. Oui. Vous savez, si vous allez à Casablanca, devant le bar camionnette, appréciez un peu la qualité de ce que M. Aboka a fait construire comme espace vert. Là-bas, c'est de mauvais goût. Non, c'est la voie que j'ai prise, c'est de mauvais goût. Et qu'on dise, qu'on veuille déloger, ou bien qu'on déloge des gens, et de quelle manière? Pour ça, encore, dans un contexte où la pandémie de coronavirus a sévèrement touché les Togolais sur le plan socio-économique, où, je le dis bien, l'installation d'un petit conteneur coûte entre 400 et 500 000 sans compter les frais d'aménagement. Et la dernière fois, je vous le dis, un gars, ou bien disons, quelqu'un qui a installé sa petite baraque ou disons son conteneur dit, il est parti faire un prêt de 500 000 francs dans une institution de microfinance. C'est ce que je dis. Et il n'a même pas encore commencé par exercer les activités. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Et il avait brandi aussi une autorisation dûment délivrée par le Golfe 7. Et des gens qui perçoivent des taxes communales, des tickets à ces personnes. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai que la vision, elle est bonne, mais la méthode, elle est vraiment à condamner de toute énergie. D'autant plus que si vous lisez la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, en son article 83, je ne suis pas sûr que ce qu'il fait, il est seul habilité à en décider. Cet article nous parle de certaines compétences qui sont partagées entre lui et l'État. Cela veut dire que si ce genre de décision devrait se faire, cela aurait été conjointement avec l'État. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que le ministre de tutelle, ou bien le ministre de l'administration, puisque le maire n'est pas sous la tutelle de l'État quand même, on peut le dire d'une certaine manière, le ministre d'État, le ministre de l'administration du territoire. Oui, c'est ça. Allez-y. C'est ça. Donc le ministre l'a appelé avec son collègue de Golfe 7 à qui il se bataille une portion de territoire avec, je crois, les chefs cantons de Sagbado et de Gakli en présence du préfet du Golfe, où on a appris que, voilà, on lui a dit, bon, c'est bon quoi, c'est bon, il faut attendre que celui qui est à la tête du Togo puisse clarifier les choses et veuillez arrêter ça s'il vous plaît. Veuillez arrêter ça s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il va s'exécuter? Est-ce qu'il n'a pas le choix? Nous sommes au Togo. Oui. Est-ce que M. Aboka, qui n'est pas à sa première tentative, à son premier coup d'essai, est-ce qu'il va s'exécuter? Non, moi je pense que dans la forme des choses, j'aurais quand même apprécié qu'à l'issue de cette rencontre, si lui-même il s'est senti, comment dit-on, est-ce que je peux le dire ainsi, s'il s'est senti vraiment interpellé, a dit la moindre des choses, peut-être qu'il attend lundi ce matin pour le faire, c'est de sortir un communiqué disant que oui, pour dire que nous arrêtons, voilà. Disons, faire un mea culpa? Non, pas un mea culpa, c'est-à-dire on lui a fait des injonctions, mais donc rassurer les gens. Je ne pense pas qu'il puisse défier l'autorité administrative du ministre d'État. C'est le ministre d'État, le seul ministre d'État d'ailleurs. Ça veut dire que sur le plan protocolaire, après Madame la Première ministre, c'est lui
c'est lui sur le plan protocolaire. Donc il ne saurait pas le défier. Je ne pense pas une seule minute. Et maintenant, qu'adviendrait-il donc des gens qui ont été lésés, qui ont vu leurs actes, disons leurs installations vandalisées, caillassées, complètement détruites. Alors, qu'adviendrait-il pour eux? Est-ce que le ministre en a parlé? Mais aurions-nous appris que le maire du Golfe 7 y travaillerait peut-être pour dédommager ces gens-là? Mais on attend de voir. On va observer la pause, madame, monsieur, pour revenir dans quelques minutes par rapport à la décision des juges, disons du président de la Cour suprême, enjoignant donc les juges à arrêter ou à suspendre les démolitions. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Voilà, et vous êtes toujours à l'écoute de votre radio, la 96.3, madame, monsieur. Nous sommes en direct avec Sana Sadio, qui est analyste politique, avec qui nous débattons des principaux sujets de l'actualité dans le pays. Alors, la justice, c'est le président de la Cour suprême, qui est également le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a décidé il y a quelques jours, c'était l'autre vendredi, que désormais, les démolitions, les déguerpissements massifs doivent s'arrêter ou doivent être suspendus en attendant. Voilà, je crois que le terme adéquat c'est suspendu pour un instant, d'autant plus que vous savez, les enjeux, c'est des enjeux de cohésion sociale. Comment un individu sort de nulle part et est introuvable jusqu'alors et peut prétendre de la propriété de tout un village, parfois de plusieurs villages, et avec le concours de la force publique, bien que ce soit une décision de justice, on se met à démolir les concessions. Vous savez, quand j'ai appris cette information, je dis, ben enfin, et il faut dire et reconnaître que cela a été précédé des sorties franches et sincères de la part du président de la Cour suprême qui a dressé un tableau sans complaisance et qui vient confirmer beaucoup d'indignation venant de la part des justiciables. Que nous sommes. Que nous sommes des juges qui négocient leurs décisions contre monnaie trébuchante, qui sont devenus de riches propriétaires terriens, alors qu'ils ne sont que de simples magistrats. C'est ça la vérité dont il est question. Et vous savez, je pense que les choses ne devraient pas être autrement. Parce que la réplique ou bien la contre-attaque a commencé depuis quelques jours pour dire comment est-ce qu'une circulaire du ministre de la justice peut venir contredire une application de la loi. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est l'association des magistrats du Togo. C'est l'association des magistrats. Il faut savoir que si la justice, si le droit est là, c'est pour le bien-être des hommes. Si la justice n'est plus au service de la cohésion sociale, où des décisions viennent remettre en question l'humain que nous sommes. Et le vivre ensemble des citoyens. Et le vivre ensemble, je pense que c'est une décision à saluer. C'est-à-dire, on ne devrait pas, si aussi ces gens-là sont des humains, parce que vous savez, vous pouvez avoir juridiquement tort et humainement raison. C'est vice-versa. Mais il faut mettre l'homme au cœur de nos décisions. Quand on apprend qu'un certain nombre de ces procédures ont été entachées par, comment on les appelle, les appétits voraces de certains juges, de certains magistrats. Mais il est normal qu'on attendait pour qu'on y voit plus clair. Cela ne remet pas en cause. Vous savez, même dans le cas, il y a un cas français célèbre, l'arbitrage de Bernard Tapie, paix à son âme. Mais l'État français est revenu sur cette décision où les fonds lui ont versé du dédommagement, mais on est revenu dessus parce qu'à un certain moment, on a constaté qu'il y avait des irrégularités. Ah oui, mais quand même, l'Union syndicale des magistrats du Togo dit que ces deux lettres ou deux notes circulaires, le ministre Puce Agbetome doit les rapporter très rapidement, car selon cette association, qui est dirigée d'ailleurs par le juge, ou disons, le magistrat Adamou Beketi, qui est avocat général près la Cour suprême du Togo, il dit que ces deux circulaires violent allègrement
de loi de la République togolaise. Donc ça voudra dire que et le président de la Cour suprême et le ministre de la Justice, les deux, leurs décisions ne seront pas du tout mises à exécution. Oui, c'est ce que malheureusement, en fait, donc une guerre entre les magistrats. Je ne peux pas l'appeler guerre parce que je crois que le terrain sur lequel ils vont, c'est sur le terrain de la constitutionnalité des lois. Peut-être, comme un circulaire va contester des lois de la République, des lois votées par l'Assemblée nationale. Même moi, je pense que dans de pareilles circonstances, l'idéal aurait été, peut-être cela a été fait dans la précipitation, on ne sait pas, je ne suis pas un expert sur les questions juridiques, mais je pense que on aurait dû donner la souveraineté sur ce sujet à l'Assemblée nationale qui organise une commission ad hoc qui s'informe de toutes les violations, de toutes les dérives qu'il y a eu, on documente les dossiers et au cas par cas, on dit telle procédure, vu les informations que nous avons collectées, ont été entachées de certaines irrégularités, suspendées là. Et voilà que l'Assemblée nationale est là et ils n'ont jamais documenté ou disons fait des enquêtes parlementaires sur les arrêts rendus. Si nous prenons le cas de Bamakopé, le cas de Toplakopé, le cas de Davier, et les cas d'ailleurs sont légion, des villages qu'on chasse, des gens qu'on dit, mais tiens, quittez les lieux, parce qu'un individu aurait acheté le domaine là bien avant même vous, votre naissance. Or, le jeune, celui qui se prévaut donc de cette loi-là, lui, il est né peut-être il y a quelques années. Finalement, les parlementaires n'ont rien fait, et c'est la justice elle-même, au niveau de ce appareil-là, que les gens maintenant disent, arrêtez la dérive. Non, je pense que... Finalement, l'Assemblée nationale sert à faire quoi? Rien qu'à voter la loi? Non, c'est-à-dire que quand bien même on peut dire que les choses sont telles quelles, il faut reconnaître que quand même quelqu'un a eu le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et quelqu'un aussi a voulu prendre des mesures urgentes, peut-être maladroites, mais au moins... il a eu le courage quand même. Ils ont eu le courage de le faire. Il faut quand même féliciter le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême pour cela. Maintenant, comment faire les choses dans les règles de l'art? La question est posée. Nous avons la chance d'avoir, à côté de la justice, d'autres institutions. Nous avons l'Assemblée nationale et nous les invitons à vraiment s'auto-saisir de ce dossier-là parce que ce n'est pas la première fois. Et c'est justement au sein de cette même loi-là qu'il y a des failles quand la tierce opposition permet à des juges organisés en mafia d'aller eux-mêmes, il paraît qu'ils ont même des démarcheurs. Ils ont des démarcheurs, ils ont des gros bras, ils ont tout ce qui est là. Chercher un individu, quel que soit dans le pays, qu'ils ont des gens spécialisés là, qui serait un ayant droit de peut-être 3, 4, 5 lignées, dont le grand-père ne serait pas signataire, alors que dans les faits, peut-être que ce grand-père qui n'a pas signé, peut-être qu'il était en situation d'absence. Ou peut-être il n'est pas un ayant droit. Mais bon, on suscite le dossier. Juste parce que dans le temps, les choses n'étaient pas aussi formalisées, c'était juste des ententes et on vend le... Bon. Et des fois, on invite, il est dit que les juges invitent les justiciables à venir à l'église de chez eux, ou bien à venir faire quoi que ce soit, ou à transférer l'argent par timonie, etc. Et nous allons accueillir... oui, bien sûr, ça a été dit, c'est pourquoi le ministre a dit, il faut arrêter tout ça. Oui. Alors, nous allons accueillir Pelé sur le 22 21 80 99. Pelé, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Sana, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok. Je pense que je vais poser 2 questions. Oui. La première est que vous étiez le compileur de la DMK. Non, sinon, Pelé, s'il vous plaît, nous ne l'avons pas reçu sur la DMK, s'il vous plaît. Non, il a parlé de la DMK. Non, c'est nous qui lui avons posé la question. Poser la seconde question, ce serait beaucoup plus avantageux. La première question, c'est que le samedi, le 22 février, à 18h, les chars de la guerre... Oui, alors la décidé Pelé, vous ne nous suivez pas, je dis bien, laissez tomber la question sur la DMK. Alors, il est parti sur la pointe des pieds, notre intervenant. Allô? Oui, bonjour, monsieur Joseph. Oui, bonjour. Oui, moi, je suis président, monsieur Edouard. Edouard, nous vous écoutons. Oui, moi, c'est pour parler du maire avocat. La question? Oui, s'il vous plaît, il n'a qu'à
arranger les cimetières au niveau de l'Oméga, là. Au lieu d'aller casser les balades des gens, s'il vous plaît. D'accord. Bien noté, cher ami. Un autre intervenant sur le 22 21 80 99 le 92 02 80 63 pour boucler la boucle. Allô? Oui, c'est Pelé qui revient. Oui, posez la question maintenant. Oui, je dis, hein. C'est-à-dire, lorsqu'on est parti en cercle... Oui, non, décidément, Pelé, nous vous disons, s'il vous plaît, laissez tomber la question de la DMK. L'invité n'est pas reçu ici pour ce débat. C'est nous qui avons posé cette question juste, c'est tout. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous comprendre un peu, monsieur Pelé? Allô? Ah là là. Et ce serait maintenant fini avec le dernier qui est là avec nous. Allô, allô? Allô? D'accord. Et alors, vous avez écouté l'auditeur qui vient de réagir, il disait que M. Aboukan devrait en principe se préoccuper des cimetières qui sont en état de délabrement. Bon, je ne dirais pas de délabrement, mais n'est pas quand même une situation appréciable, mais il vient plutôt casser les hangars des gens. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que je crois que l'intéressé a fait un tour sur la tombe de ses parents peut-être, et il a constaté la chose. Il y a beaucoup de priorités à faire. Vous savez, dans cette affaire de communes, de mairies, je crois que certains maires ont raté l'essentiel. Ils ont raté l'essentiel parce que on aimerait, au titre de la présentation des comptes qu'ils ont fait, nous dire, bon, nous avons fait ça pour le bien de nos collectivités. Et voilà. Qu'est-ce que le maire avocat peut nous dire qu'il a fait pour le bien des citoyens de sa commune? Pas encore de lampadaires installés là-bas dans la commune Golfe 5. Voilà, c'est-à-dire qu'il nous dise quelque chose qu'il a fait et dont le fruit est palpable. Les gens sentent que c'est Aboka qui nous a fait ça, ou merci, Dieu merci qu'on a un maire qui pense à nous. Ah voilà, et pour le moment, ça laisse à désirer. Mais quand même, cette dernière question à vous, nous allons remettre l'antenne tout de suite. Avez-vous déposé votre argent dans les trading? Jamais. On m'en a proposé, j'ai refusé. Pourquoi avez-vous refusé? Je suis financier de formation à des taux. Excusez-moi, j'ai un ami junior qui appelle des taux pornographiques. Mais quand on vous dit que placez votre argent, vous recevez 360% par mois. Moi, je ne le croirai jamais. Malheureusement, on a arrêté les gens après le déluge, si je peux le dire ainsi. Est-ce que l'État n'est pas complice? Dire complice, je ne saurais l'affirmer, mais je peux dire qu'il y a eu des pesanteurs qui font qu'on ne comprend pas pourquoi eux-mêmes ils ont sorti un communiqué appelant les citoyens à faire attention, mais ils n'ont pas très vite arrêté les choses et la casse est énorme. 25 milliards de francs CFA partis en fumée. En un an, hein? Pas en moins d'un an, par des gens qui ont exercé illégalement une activité réglementée. Au vu et au su du monde où on apportait de l'argent, non pas qui transitait par un compte bancaire, mais il y a beaucoup, n'est-ce pas, de délits, de blanchiment d'argent, etc., etc. Malheureusement, notre confrère Dimas aussi a été interpellé dans cette affaire, mais selon les informations, son cas sera bientôt étudié pour qu'il recouvre sa liberté. Non, vous savez, Dimas, c'est une valeur sûre pour notre préfecture de la V. Et donc, Dimas en prison, ça ne sert à personne en tout cas. Ça ne nous sert pas. Mais les Togolais doivent être beaucoup plus méfiants par rapport à ces propositions mirobolantes. Oui, il ne faut pas. C'est-à-dire ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des cas, Rudema, etc. Et chaque 2 ans, on a l'impression que les Togolais eux-mêmes, ils se laissent duper dans une certaine... En tout cas, c'est trop compliqué. C'est compliqué. Sana Sadio. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et bonne journée à vous. Meilleur à vous. Voilà, madame, monsieur, c'est fini. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Derrière la belle vitrine s'appelle Cocou le Parisien. Merci. Un nouveau mois, le mois de novembre, plein de succès à tous. Ne perdez jamais espoir.